Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode légèrement spécial. On est dans un Mazda CX-30 et aujourd'hui du coup par rapport à cette Mazda CX-30, il n'y aura pas d'essai lambda classique où je me pose et j'explique les choses pour la simple et bonne raison que la Mazda CX-30 elle est quand même très similaire au Mazda 3 qu'on a essayé la semaine dernière. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'essai de la Mazda 3 est déjà en ligne et les retours sont impressionnants. Je tiens à vous remercier. Et je ne tiens pas à vous remercier que pour cela. Je dois aussi vous remercier, tout simplement parce que cet essai, il a été possible grâce à vous. Oula, j'ai la maréchaussée devant jumelle. Cet essai, il a été possible grâce à vous. On commence à avoir de plus en plus d'audience sur cette chaîne. Et ça devient de plus en plus intéressant. Mais vraiment, merci. Je me suis réveillé avec une tonne de commentaires. Chaque abonné est vraiment une victoire. Et je vous remercie de soutenir la chaîne avec vos abonnements, avec vos vues. C'est vraiment incroyable ce que je vis. D'avoir pu essayer le Mazda 3. Là, on continue, quoi. Donc, je disais, la CX-30 ou le CX-30, ça dépend selon. Elle est basée sur la même plateforme que le Mazda 3. Ce qui fait que la voiture va être vraiment similaire au Mazda 3, à quelques détails près, bien entendu. À l'extérieur, on se retrouve avec dans un sens, un Mazda 3 rehaussé, même si la garde au sol n'est pas non plus énorme par rapport à la concurrence. Et malgré le typage crossover, on garde une ligne qui est quand même sacrément équilibrée. Vous le savez, les SUV, c'est pas du tout mon truc. Mais pour le coup, ce CX-30, c'est certainement le seul SUV, l'un des seuls SUV du marché qui garde une certaine grâce quand on l'observe. Et au moment où je dis ça, il y a vraiment un GLB qui passe, un truc tout boxy, tout carré, vraiment. Ça illustre plutôt bien mon propos, je pense. Mais parmi les points qui me chagrinent un peu sur le design, c'est peut-être les arches en plastique dur, en plastique brut, qui sont vraiment prédominantes. Certains trouvent que ça participe à équilibrer le style. Moi, ça me laisse un petit peu circonspect quand je les regarde, même si la voiture reste extrêmement jolie. Après, en termes de design, elle ne va pas être forcément similaire au Mazda 3. Hein. Les feux arrière sont différents, notamment. À l'avant, on a des clignotants qui vont se déporter au niveau du pare-choc. J'aurais préféré qu'ils restent quand même au niveau des optiques avant. Mais voilà, on a un très bon style et c'est toujours un véhicule très joli à regarder qu'audio design oblige. À l'intérieur, c'est strictement le même que celui de la Mazda 3. Je l'avais déjà dit dans la prise en main. Mais c'est niveau habitabilité que ça évolue très largement. On a beaucoup plus de place pour les occupants à l'arrière. On a aussi plus de coffres. Ça, c'était pour les détails techniques. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est un ressenti, c'est un espèce de compte-rendu parce que j'ai fait un essai très longue durée. J'ai fait presque 1500 km avec cette voiture. Là, c'était le jeudi de l'Ascension, donc je suis parti à La Rochelle, je me suis promené un tout petit peu. Et j'ai fait plusieurs expériences en termes de consommation, en termes d'agrément, en termes de confort de conduite. Et il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce que Mazda propose à ce niveau-là. Donc, on est sur un SUV compact, mais qui peut remplir quelques fonctions familiales. Et sur ce volet-là, j'ai pas eu de problème, vraiment, à caser toutes mes affaires à l'intérieur et à faire voyager mes occupants dans un confort d'un très très bon niveau. Maintenant, en agrément de conduite, ce chapitre il va surtout graviter autour de la boîte automatique, qui est un convertisseur de couple très classique. Je m'en plaignais pas mal de cette boîte automatique, en disant qu'elle avait un fonctionnement plutôt anachronique. Mais au bout de ces centaines de kilomètres, j'ai appris à plutôt l'apprivoiser. Et je me suis rendu compte en fait que cette boîte automatique à convertisseur de couple, elle s'apprécie en conduite coulée. À partir du moment où on ne cravache pas dans la voiture, elle va être très agréable à utiliser. En plus, ça favorise la consommation. Cela dit, elle reste assez peu réactive, notamment en cas de kickdown. C'est pas très réactif malheureusement. Elle bouffe un peu de puissance. Je le ressens assez largement par rapport au Mazda 3. Après, on est plus haut et plus lourd. Mais il va avoir un volet où ça va être assez intéressant, c'est au niveau de la consommation. Parce que les boîtes automatiques à convertisseur de couple, elles sont connues pour faire plus consommer que leur contrepartie en DG ou à Crabo ou en CVT. Et là, sur mon essai longue durée, ça n'a pas été le cas. Je vous l'annonce tout de suite. La consommation, là, elle s'affiche à 6,2 litres au 100. J'ai pu le mesurer à la pompe. C'est pareil, à quelques décilitres près. Donc c'est une excellente consommation que j'ai pu obtenir avec un parcours quand même composé de 80% de route et d'autoroute. Il faut savoir que mon aller Paris-La Rochelle, sur l'ensemble du trajet, la moyenne que j'ai calculée, elle s'est élevée à 5,3, ce qui est vraiment excellent. Pour ça, j'ai mixé parcours autoroutier et parcours
sur route nationale. Je vous conseille la route nationale, hein, même si c'est un petit peu moins safe. Hein. On traverse de beaux paysages, de beaux pays, vraiment j'ai très apprécié. Sur autoroute par contre, ça va un peu se compliquer dès qu'on dépasse les 120 km/h. J'ai pas pour habitude de rouler à 130 sur l'autoroute, je préfère un peu plus prendre mon temps. Mais pour le coup, j'ai pu rouler quelques minutes à 130 km/h et là la consommation, elle n'a pas explosé, mais à vitesse stabilisée, elle oscille entre 6,5 et 7 au 100. Je trouve ça un peu élevé. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui a une Lexus IS 250 qui dit ça, donc forcément il est un peu biaisé. Moi personnellement, je trouve ça légèrement élevé. Tout ça pour dire que, au final, cette boîte automatique, elle ne va pas tant pénaliser la consommation que ça. Même en ville, en roulant doucement, aux limites et tout ça, on s'en sort à peu près à 7 ou 7,5 litres au 100. Il ne faut pas qu'il y ait de bouchons par contre. À l'instant où il y aura des bouchons, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais j'ai pas obtenu plus de 10 litres au 100 comme ça peut être le cas avec certains essayeurs qui ont testé cette voiture. Et donc au final, comme cette voiture se pose comme un concurrent du Toyota CHR notamment, avec une motorisation pour le CHR qui atteint 184 chevaux, bientôt 196 avec la version restylée j'imagine, l'argument consommation de la Toyota peut être vraiment bien remis en question parce qu'en jouant le jeu avec cette CX-30, on peut atteindre les mêmes valeurs de consommation qu'un CHR. Même si le CHR, si je l'avais entre mes mains, je pense que je ferais largement en dessous des 5 litres au 100 vu que l'hybride et moi, on est comme ça. Sur un autre chapitre, durant cet essai longue durée, ce que j'ai beaucoup apprécié, du coup, c'est le confort de conduite. Je ne m'y attendais pas particulièrement. Et là, on est sur une différence vraiment marquée par rapport au Mazda 3, même si on est sur le même châssis, la même plateforme. C'est les suspensions qui sont beaucoup plus souples. Elles sont beaucoup plus douces et on sent moins les aspérités de la route. Et c'est normal, la voiture a une vocation un peu plus familiale. Et ça se ressent au volant. Vraiment, les 1500 km se sont faits dans un confort presque royal. On est vraiment sur de l'Access Premium. On n'est pas encore sur du Premium, mais on est à une marche d'y être, franchement. Après, la voiture a 13 ans d'écart, hein, mais elle n'avait pas grand-chose à envier à ma Lexus. Si ce n'est la position surélevée de conduite qui, moi, personnellement, me fatigue un peu sur les longs kilomètres. Voilà. Après ça, c'est un avis personnel. Après, j'aurais un petit bémol à placer concernant cette CX-30. Ça ne va pas concerner forcément que le CX-30, ça va concerner plus ou moins tous les véhicules de la production actuelle automobile. C'est les aides à la conduite qui sont sacrément envahissantes. Une aide à la conduite sur le CX-30 qui peut parfois se tromper, notamment sur autoroute, où des fois il a l'impression que je mords la ligne alors que c'est juste un traçage noir qui n'a pas été bien fait devant moi. Et ça sonne, ça bip. Là vous l'avez entendu, je pense, ça bip fort. Ça peut être assez agaçant à la longue. Bien sûr, tout est désactivable avec un simple bouton. Et là, on dit merci à Mazda parce que chez certains constructeurs que je ne citerai pas, pour désactiver les aides à la conduite, il faut aller dans l'écran tactile pendant qu'on roule. Non, là, vous avez juste un petit bouton et voilà, il n'y a plus rien. Plus de bip, plus rien. Donc, c'est un défaut qui est contrebalancé par l'ergonomie excellente de la Mazda. Et ensuite, niveau équipement, là, on est sur une finition haut de gamme, hein. Je crois que c'est exclusif au Omura, donc on a tout. Je crois que j'avais dit une bêtise sur la vidéo dernière, j'avais dit que la voiture ne profitait pas de la conduite semi-autonome de niveau 2. Eh bien que nenni les amis, car en fait on l'a, mais la particularité c'est qu'elle sera limitée au maximum à 55 km/h. Donc elle va servir dans des situations de bouchons notamment, où là en dessous de 55 km/h, le petit indicateur, le petit volant là qui est sur le tableau de bord va tourner au vert. Et oui, le volant va tourner tout seul, va prendre les courbes tout seul. Allié au régulateur adaptatif, je l'ai trouvé par moments un petit peu hésitant, peut-être. Et les à-coups m'ont même rendu malade. Après, ça doit être lié à la transmission. On est sur une boîte automatique avec convertisseur de coupe classique. Si on avait été sur une hybride ou une électrique, ça aurait été légèrement plus doux, je pense. À voir avec le Mazda MX-30, hein, j'espère que Mazda me le prêtera aussi. Ce serait sympa de pouvoir l'essayer. En tout cas, moi, après 1500 km parcourus, ce que je peux dire, c'est que ce CX-30 est une excellente voiture et gagnerait franchement à être un peu plus connu. Là, on est sur un SUV, on est moins sur un véhicule passion. Et là, je vois que Mazda a su faire la part des choses, proposer un véhicule entre guillemets plus raisonnable, plus habitable, qui peut être un point d'entrée, une familiale, pour les familles qui veulent acquérir une petite familiale qui fait vraiment largement le taf. En plus, il faut savoir que le CX-30, il n'y a pas besoin de le prendre dans des finitions très hautes. Le prix d'accès sur les motorisations 122 chevaux est plutôt agressif, pour ma part, je trouve. Je vais l'afficher en incrustation parce que je ne l'ai pas précisément en tête.
Et sur les finitions les plus hautes, oui, par contre, ça peut commencer à peut-être piquer un peu. Parce qu'on est sur un SUV, on est sur une voiture plus grosse et plus lourde, et donc ça va être plus cher. C'est l'une des tendances de l'automobile actuelle. Ça coûte de plus en plus cher. Ah. Mais oui, le Mazda CX-30, pour une famille, une petite famille, hein, attention, c'est une voiture que je peux recommander sans aucun souci. Peut-être pas les yeux fermés, mais je peux la recommander. En tout cas, les amis, je pense que ça sera tout pour cette prise en main, cet essai longue durée, ce retour d'expérience. Dites-moi si le format vous a plu. C'est vrai qu'on est sur une vidéo moins fournie que d'habitude, mais voilà, la voiture est quand même... Elle partage pas mal de similarités avec la Mazda 3 et ça aurait été un peu compliqué de faire le même essai. Et j'espère que le résultat vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Je vous incite à conduire prudemment, vous restez safe et je vous dis, comme d'habitude, peace.